L'État-providence désigne un État qui intervient dans les domaines sociaux et économiques en vue d'aider ses concitoyens rencontrant des difficultés. Né pendant le XXe siècle en Europe, l'État-providence trouve ses racines modernes au XIXe siècle autant dans l'histoire des populations que dans l'histoire politique et l'histoire économique. Notons qu'un État-providence coûte très cher. Nous allons dresser ici un florilège de quelques racines de cet État-providence. Au XIXe siècle, l'Europe voit son industrialisation s'accélérer, sa population exploser et se diffuser les idées des Lumières. Rousseau invente l'idée que l'homme a des droits fondamentaux. Tout homme a droit à tout ce qui lui est nécessaire pour vivre, disait Rousseau. Cependant, les États ont peu de moyens financiers ou sont endettés, alors que les principes d'égalité et de liberté ont été déclarés universels par la Révolution française. Pendant plus de 50 ans, partisans et opposants aux idées des Lumières s'affrontent. La Restauration de 1815 a tenté un retour à l'Ancien Régime, mais en 1848, le Printemps des peuples fonde des démocraties qui reprennent les idéaux des Lumières. Au XIXe siècle, et au niveau d'un individu, 5 événements de vie appelés critères de vulnérabilité peuvent fragiliser son existence. Il y a d'abord la maladie. L'hôpital est alors pour les pauvres. Les médecins interviennent généralement à domicile et ils coûtent cher. En plus de la maladie, on a la vieillesse. Avec la transition démographique, l'espérance de vie s'allonge, on vit plus vieux. Il y a également les accidents et la solitude. L'explosion des villes concentre les solitudes. Enfin, 5e facteur, le chômage, la perte du travail. Parfois, les facteurs de vulnérabilité se cumulent, augmentant encore les difficultés. Du côté de l'histoire politique, le libéralisme porté par la Révolution française domine le XIXe siècle mais creuse les inégalités. Des contradicteurs s'y opposent. D'abord des socialistes, dits utopistes, qui imaginent des sociétés idéales où la solidarité domine. C'est le cas, par exemple, de Charles Fourier et son phalanstère. Les expériences sont menées, notamment aux États-Unis. Au milieu du siècle, Marx et Engels cristallisent l'opposition au libéralisme autour de l'idée d'une prochaine révolution ouvrière qui créerait une société socialiste, c'est-à-dire égalitaire, sans propriété privée et sans État. Le renforcement des États dans la deuxième moitié du XIXe siècle s'accompagne d'une peur grandissante de ces États du communisme. Dès la fin du XIXe siècle, le communisme fait peur aux majorités libérales, car il porte un idéal séduisant pour les lecteurs, mais destructeur pour ces majorités. Le combat socialiste le plus impactant est l'adoption des systèmes électoraux basés sur la représentation à la proportionnelle et non à la majoritaire. De rares voix libérales approuvent. Le canton du Tessin est le premier en Suisse à adopter la proportionnelle en 1892. La Confédération le fait en 1918. Alors que les États européens se construisent des bases démocratiques solides, un économiste allemand théorise l'intervention étatique, Adolf Wagner. Et là, on arrive dans l'histoire économique. Selon l'économiste Adolf Wagner, les budgets publics ne peuvent qu'augmenter au cours du temps à cause des politiciens. Élus sur des promesses électorales, selon Wagner, les politiciens élargissent constamment les domaines d'action de l'État. Un politicien qui dépense est un politicien réélu. Ce qu'on peut appeler la loi de Wagner est enrichie en 1961 par 2 économistes anglais, Peacock et Wiseman. Ils confirment la loi de Wagner, mais indiquent que les dépenses s'accélèrent lors de crises majeures, ce qui s'appelle l'effet de déplacement. On le voit ici sur ce graphique qui reprend l'évolution du budget de la Suisse en francs constants. On remarque naturellement l'explosion de la Deuxième Guerre mondiale. L'année 1939 montre une explosion de ces budgets, mais on remarque en réalité que les accélérations en 1914, avec un retour en 1918 qui montre que les budgets ne reviennent pas au niveau antérieur, et également la crise de 1929 qui montre la même évolution. 60 ans plus tard, l'histoire a également donné raison à ces chercheurs.
Revenons aux critères de vulnérabilité qu'on a vus tout à l'heure. Avec l'augmentation des budgets publics, des outils se développent pour contrer les vulnérabilités lors de crises qui les font exploser. D'abord les guerres, les 2 guerres mondiales surtout, la grippe espagnole et la Grande Dépression. Des assurances maladie sont créées et peu à peu rendues obligatoires. Des systèmes de retraite sont mis en place. L'assurance accident, des assurances chômage sont créées. Les assurances sociales sont au cœur de l'action des États. Les États-providence connaissent un fort développement après 1945, alors que l'Europe occidentale dégage une croissance économique sans précédent. Progressivement construits pendant le XXe siècle, les États-providence constituent au début des années 1970 un ensemble de dépenses publiques des démocraties occidentales au centre de nombreux débats politiques. Le coup d'arrêt de la croissance des budgets publics, provoqué par le premier choc pétrolier de 1973, marque un tournant. Les États commencent à surveiller leurs dépenses, voire à en remettre en question. Un clivage gauche-droite apparaît et se creuse. Du côté gauche, on estime qu'il faut préserver les acquis de l'État social, alors qu'à droite, on estime qu'on n'a plus les moyens d'être généreux. Les vulnérabilités se modifient alors que de nouvelles apparaissent, dont les dépendances, le déficit de formation ou l'endettement. Des vulnérabilités qui frappent durement les jeunes, ce qui n'était pas le cas des anciennes vulnérabilités.